Étrange affaire, en vérité, mon cousin, et qui vous concerne. Moi? Oui, vous. Le duc Jean s'adresse à moi, sachant que le roi m'écoute volontiers, pour obtenir de notre sire qu'il vous renvoie en Bretagne sur le champ. Voilà qui est plaisant. Je commande des armées, l'ennemi est partout. Il faudrait que je rentre en Bretagne. En quel honneur? Des gens qui vivent sur vos terres, de Chantossé, de Machecoul, et aussi des gens de Vannes, de Nantes et d'autres lieux, ont fait retentir leur plainte auprès du duc Jean. Ils prétendent que leurs jeunes enfants vous ont été confiés pour devenir pages et qu'ils ne les ont jamais revus. Voilà qui est étrange, non? C'est un conte à dormir debout. Retournez en Bretagne sur le champ. Si vous n'y allez pas, la rumeur ne fera que grandir. Et vous n'êtes déjà pas si populaire. Et vous? Mais moi, Gilles, le roi m'aime. Et puis moi, je n'ai pas dilapidé ma fortune en folles dépenses. Au contraire, je n'ai pensé qu'à l'accroître. Et j'y ai réussi. Qu'importe l'impopularité lorsque l'on a le pouvoir et l'argent. Allez voir le duc, cousin. Allez vite. Et que Dieu vous vienne en aide. Dieu ou l'autre, à vous de choisir. Un trésor? Qu'est-ce que c'est que ce trésor? Je ne suis qu'une pauvre fille, mais j'écoute et je comprends bien des choses. Chez moi, en Orient, on parle encore de ces moines soldats qui gardaient le tombeau du Christ à Jérusalem. Ils étaient très riches. Quand ils sont rentrés en France, il paraît que le roi les a fait massacrer. Oh, les Templiers. On raconte que leur chef a caché leur trésor avant de mourir. Et qu'il y a en certains lieux des signes qu'ils ont laissés pour le retrouver, mais que seuls pouvaient comprendre. L'homme qui intéresse Madame la Comtesse connaît le sens de ces signes. Mais où sont-ils seulement ces signes? Dans un château où le chef de ceux que vous appelez les Templiers a été enfermé avant de mourir. Jacques de Molay a été enfermé dans la grande tour du Temple à Paris. Non, c'est ça? Ce n'est pas Paris. C'est au bord d'une rivière. Et celle que vous appelez Jeanne la Pucelle y a rencontré le roi. Chinon. Oui, je crois que c'est ce nom-là. Les signes sont gravés sur les murs d'une très grosse tour. Le donjon de Coudray. Jacques de Molay y a été enfermé, c'est vrai. Mais cet homme, sur lequel ma femme a des vues si extraordinaires, comment s'appelle-t-il? Je vous jure que je ne sais pas. Mais si vous allez à Chinon, vous n'aurez qu'à la surveiller, elle vous mènera à lui. Ah, merveilleux. Mais sais-tu que tu es rudement intelligente pour une fille de rien? Joliet! J'espère que vous ne me considérez pas au nombre de ceux qui vous attaquent, madame. J'ai défendu le roi et la monarchie quand ils m'ignoraient. Aujourd'hui, vous m'appelez, me voici. Mais il est bien tard. En m'offrant à sauver la royauté, je m'offre à me perdre avec elle. Mais si vous étiez appelé à le conseiller, que feriez-vous donc? La liberté a 3 ennemis, madame. Le clergé, la noblesse et les parlements. Il faut annihiler la puissance du clergé, détruire les parlements et raviver le pouvoir exécutif en conciliant l'autorité royale avec la liberté publique, tout en maintenant la noblesse. Voilà toute ma politique. Si j'avais quelque pouvoir, ce serait aussi la mienne. Mais auriez-vous les moyens de l'appliquer? J'ai un plan. Il ne faut pas que le roi quitte la France, mais il faut qu'il quitte Paris. Qu'il se retire à Rouen,
au milieu de son armée. Cette ville constitue une position stratégique de première force et coupera court à toute rumeur de fuite. Et que de là-bas, il publie des ordonnances plus populaires que les décrets de l'Assemblée. Qu'il se fasse, du moins pour un temps, plus révolutionnaire que la Révolution, mais qu'il ne se fasse pas d'illusions. Jamais l'ancienne monarchie ne sera rétablie telle qu'elle. Nous pouvons cependant constituer un gouvernement monarchique, comparable à celui de l'Angleterre, qui l'a conduite à l'apogée de sa puissance. Le roi saurait-il s'en satisfaire? Si vous nous donnez cela, monsieur le comte, vous verrez que nous sommes moins ingrats qu'on ne l'affirme. Eh bien, madame, je vous promets d'y travailler de toutes mes forces. Et si je n'y parviens pas, c'est que je serai mort à la tâche. Songez-y bien, comte. Ce n'est pas moi qui vous écoute. C'est toute une dynastie. Le projet est immense, mais il est à la mesure de ma volonté. Il me faut seulement la sympathie de la reine et la confiance du roi. Je vous promets l'une et l'autre. Madame, la monarchie est sauvée. On dit que je suis vendu, non. Je suis payé. Et plutôt mal, eu égard au risque que je prends et à la peine que je me donne. Popularité hier, impopularité aujourd'hui, plébiscite demain. Laissons faire. Non. Non, ce qui m'inquiète plutôt, ce sont les fautes de la cour. Disons le mot. C'est trahison. J'ai vu la reine, si pleine de confiance en moi, que j'ai rêvé de devenir l'amant d'une reine, comme Mazarin. Mais le même jour, elle écrivait en Allemagne qu'elle se servait seulement de moi et qu'elle me considérait comme le fou du jeu d'échecs. Vous en avez la preuve? Formelle! Et pendant ce temps-là, moi, pauvre niais, j'obtiens de l'Assemblée qu'elle laisse au roi le pouvoir de faire la guerre parce que je l'ai promis. Et pendant ce temps-là, le roi, lui, rédige une protestation secrète contre l'Assemblée. Petits esprits! Obsédés par le secret, comme tous les nains! Alors que le salut est dans les choses proches, publiques, à visage découvert, ils craignent les averses. Moi, je dis, laissez venir les orages. Je ne les crains pas. Je les appelle de toute ma voix.